Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Jacques Beau, qui est colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse et auteur de ce livre, Navalny, l'œil de Washington, aux éditions Max Milo. Alors d'abord, déjà dans le titre, Jacques Beau, vous introduisez d'habitude on parlait de l'œil de Moscou. Ah ben, pendant 40 ans, on n'a parlé que des yeux de Moscou, d'ailleurs, qui se succédaient. Là, on parle de l'œil de Washington à propos de Alexeï Navalny. Je voudrais juste que vous rappeliez, pour les auditeurs du Sud Radio, qui est Alexeï Navalny et ce qui s'est passé, très rapidement, et puis on va parler à l'objet même du livre. Alors, Alexeï Navalny est un opposant au régime... Depuis longtemps, depuis très longtemps. Depuis 2005 à peu près, c'est ça. Grosso modo. Il est juriste de formation. Il a eu quelques démêlés avec la justice qui ont leur importance dans l'évolution du dossier qu'on a vu ces derniers mois. Parce que, en réalité, dans les années, au début des années 2000, il fait partie de ces jeunes, j'allais dire loups de la finance en quelque sorte, qui démantèlent des entreprises pour les revendre par pièces. D'accord. Faire de l'argent là-dessus. C'est encore le règne des oligarques. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, là-dedans, il a plusieurs affaires judiciaires qui sont liées... Enfin, il y en a une qui est importante parce qu'elle jouera un rôle dans ce qu'on a vu ces derniers mois. C'est l'affaire avec Yves Rocher où il y a son frère, pas lui. Les laboratoires Yves Rocher, c'est bien ça, hein? Oui, alors il y avait une filiale d'Yves Rocher en Russie. Voilà. Oui. C'est ça. Et c'est un problème, alors on ne veut pas entrer parce que c'est extrêmement complexe, extrêmement juridique, mais c'est en fait l'attribution de marché à une entreprise pour le transport des produits d'Yves Rocher. Voilà, c'est ça. D'accord. Et l'attribution de ce marché était en fait faite par le frère de Navalny, qui lui était fonctionnaire ou employé de la Russie, et qui en réalité... a reçu de l'argent pour ça. Donc c'est une affaire de corruption, dans laquelle Navalny n'était pas directement impliqué. Il est comme complice dans cette affaire. D'accord. Raison pour laquelle son frère a été condamné de prison ferme pour ça, et lui a été condamné en sursis. D'accord. Pour ça. Et ça joue un rôle parce que ce sursis qui a été déplacé parce qu'il a fait des appels, etc., etc. Et donc, ça s'est prolongé jusqu'à maintenant. Il s'est constitué comme opposant à Poutine. Et alors, d'abord, ça c'est de l'affaire, j'allais dire professionnelle, mais au-delà de ça, c'est un militant qu'on pourrait, disons, ultranationaliste, clairement. Ultranationaliste, alors chez nous, ce serait probablement lié à l'extrême droite, si on me faisait une comparaison. D'ailleurs, je cite dans mon livre un article qui avait été publié dans un magazine proche du Parti démocrate aux États-Unis, qui disait si Navalny était américain, on le comparait à Trump. Voilà. C'est un compliment, enfin pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est un compliment, mais ça situe un peu le personnage. D'accord. Il a essayé de former plusieurs partis ultranationalistes. Il a essayé de se regrouper son petit groupuscule avec d'autres. Mais on restait dans l'ultranationalisme. Finalement, il a essayé de faire une incursion dans un parti centre-droit qu'on pourrait comparer aux Républicains. Ici, ça s'appelle Yabloko, donc la pomme en russe. Et puis, ce parti, il l'a mis dehors, en fait, parce qu'il avait des activités qui étaient jugées comme trop nationalistes, voire racistes, etc. Donc, on a effectivement un personnage qui est... Disons, chez nous, il n'aurait certainement pas... il ne serait pas qualifié de démocrate. D'accord. Certainement pas. Ceci étant, on est en Russie, les critères ne sont pas les mêmes, quoi. Alors, en Russie, il est pas non plus considéré comme démocrate. Mais évidemment, comme on est toujours dans la relativité des choses, comme on n'aime pas Poutine, on considère que Navalny est acceptable. Chez nous, il ne le serait pas du tout. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et les Américains ont pensé que Navalny était un personnage... Parce que c'est un personnage qui a
au niveau personnel, il a certaines qualités politiques, si on veut bien. Il est médiatique. Il a un charisme. Il a un certain charisme. Il est très... Mais pourquoi alors justement, vous en parlez dans votre livre, encore une fois que je recommande à nos auditeurs, pourquoi les Américains se sont dit « Ah, ça va être quelque chose à utiliser comme ça dans le mano à mano avec Poutine » ? Alors, il faut savoir que les Américains, depuis une dizaine d'années, ont entrepris d'essayer d'affaiblir leurs adversaires, les grands adversaires, la Chine et la Russie, sorte de les isoler en quelque sorte. La Chine, c'est assez nouveau. Enfin, on va en parler. Je veux dire, c'est depuis Trump, la Chine. C'est depuis Trump, mais ça fait longtemps que c'est en sous-jacent, parce que les Américains se aperçoivent bien que la Chine est une puissance montante, un futur compétiteur. Et les Américains essayent d'éliminer un peu leurs compétiteurs. Alors, la Chine, c'est dans le domaine économique et technologique. Et la Russie, alors, la Russie, c'est dans le domaine militaire et au niveau de l'influence en Europe. D'accord. Oui. Et les Américains ont toujours essayé d'éviter que la Russie ait plus d'influence en Europe. Et la politique américaine, d'ailleurs, je n'invente rien, je le cite dans mon livre d'ailleurs, on a plusieurs documents, notamment un document qui a été publié en 2019 par la Rand Corporation, qui d'ailleurs, dont le titre est très clair, il dit comment faire une surtension sur la politique russe. Donc c'est comment pousser la Russie à être sur la défensive dans tous les domaines. D'accord. Le but des Américains n'est pas de promouvoir les droits de l'homme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est d'utiliser les droits de l'homme pour faire pression sur la Russie. Ça s'appelle la réelle politique et c'est pas nouveau. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est parce qu'ils ont toujours, enfin, les nations dites occidentales ont toujours, vous le savez, utilisé, nous sommes nous, et c'est vrai en partie, mais c'est faux en autre partie, et vous le dites dans votre livre, enfin, l'hypocrisie, c'est-à-dire, regarde pas la poutre dans mon œil, regarde la paille, je regarde la poutre dans le tien, etc., etc. Donc, est-ce que juste un mot, est-ce que quand même cette stratégie n'a pas toujours servi les droits de l'homme? Oui, nous on défend les droits de l'homme, mais en fait on défend nos intérêts. Alors, la réelle politique, ce serait plutôt de dire on sait que la Russie ne respecte pas les droits de l'homme, mais on veut quand même travailler avec elle. Voilà, ça, ce serait la réelle politique. D'ailleurs, c'est typiquement ce que fait l'Allemagne. Ouais. D'ailleurs, réelle politique, un terme allemand, c'est peut-être pas pour rien, mais c'est effectivement ce que font les Allemands. Là, les Américains, c'est très différent. Ils disent on veut abattre notre adversaire, on va prendre tous les éléments qu'on trouve pour l'affaiblir et faire pression sur elle. D'accord. Et on a un document de 2017 que je mentionne d'ailleurs dans l'ouvrage, qui est un document du département d'État américain, adressé à Rex Tillerson, qui était à l'époque le secrétaire d'État, et qui dit il faut utiliser les droits de l'homme, non pas pour promouvoir les droits de l'homme, mais pour affaiblir la Russie. Et donc, c'est explicite. Donc, je n'invente rien là-dedans. On est vraiment dans une politique d'affaiblissement, pas de promotion des droits de l'homme. Ça, c'est intéressant. Et Navalny joue ce rôle, en réalité. Enfin, il fait partie de l'arsenal des moyens utilisés par les Américains. Alors, on va en parler après les informations et avec vous, effectivement, Jacques Beau, sur, au fond, qu'est-ce qu'a représenté Navalny et au-delà de ça, votre livre, c'est effectivement comment utilisons et quels instruments dans cette extraordinaire lutte aujourd'hui multipolaire pour effectivement le pouvoir, et on le voit un peu partout. On en parle tout de suite après les informations. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez tous nous rejoindre justement pour cette conversation 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors justement, Jacques Beau, on va entrer dans le vif du sujet. C'est votre sous-titre, le complotisme au service de la politique étrangère. Ce que vous voulez dire par là, et vous en parlez très bien dans votre livre, c'est qu'au fond, le complotisme, la diffusion de vrais ou de fake news, etc., fait intégralement partie de la stratégie de certains États pour des motifs très divers et variés, dont le pouvoir ou les pouvoirs. Alors, tout d'abord, je définis le complotisme, parce que complotisme, on l'utilise maintenant un peu à tort et à travers, oui. Mais il y a une définition quand même très précise. C'est-à-dire qu'on prend des faits, qui sont souvent disparates, et on crée une logique autour de ces faits pour créer un narratif ou une histoire. Ce qu'on a vu avec le 11 septembre, avec toutes sortes de choses. Et l'assassinat de Kennedy, l'assassinat de Kennedy, toutes sortes et bien d'autres encore. Donc on prend des éléments disparates et on crée un narratif autour. C'est ça le complotisme. Vous avez créé l'idée d'un complot avec un but
négatif, etc. Et ce qu'on a fait avec Navalny, c'est un peu la même chose. En réalité, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est fait. Ou plutôt, on a les indices qu'on a. Je parle d'indices scientifiques. On n'a pas de preuves. Je parle d'indices scientifiques. J'ai compris. Oui. Les indices scientifiques montrent que le discours occidental autour de Navalny n'était pas correct. Voilà. Ça, on peut dire ça comme ça. Mais ça ne nous permet pas de savoir quelle est la vérité vraie sur cette affaire. L'important dans cette affaire, c'est pas tellement de savoir ce qui est juste ou faux dans cette histoire. Ce qui m'a dérangé, c'est que les pays occidentaux ont immédiatement, sur la base des éléments qu'ils ont fait, créé un narratif et, à partir de ce narratif, adopté des sanctions, etc., sur la Russie. Alors, c'est ce procédé qui est désagréable parce que c'est une nouvelle tendance de la politique étrangère occidentale. On n'attend pas de savoir exactement ce qui s'est passé ou la réalité des faits. On crée immédiatement un narratif et sur cette base-là, on établit des sanctions. C'est ce qui s'est passé avec le récent, entre guillemets, détournement au Bélarus et dans beaucoup d'événements. Donc, très rapidement, on monte d'ailleurs dans le spectre supérieur des outils de politique étrangère. Au lieu de passer par des outils diplomatiques d'abord, on passe directement vers les expulsions de diplomates, vers les embargos et tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, on se perd une liberté de manœuvre avec ça. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a vu dans à la suite de la rencontre de Joe Biden et de Poutine. Les Européens ont tout d'un coup été un peu pris de court par cette histoire, parce que ils ont vu que les Américains ont essayé de faire un appel du pied, si vous voulez, aux Russes, alors que l'Europe, elle n'était plus capable de le faire. Et quand ils ont voulu le faire, d'ailleurs, et c'est cette initiative de Macron et de Merkel, pour avoir une entrevue, un sommet européen avec Poutine, c'est une partie de l'Europe qui a refusé. D'ailleurs, vous remarquez bien que c'est la partie, ce George Bush après appelait la Nouvelle Europe, qui a refusé. Et cette division de l'Europe... Cette Europe de l'Est qui a connu l'URSS. Qui a connu l'URSS. Il ne faut pas oublier ça. Oui, mais attention, il y a aussi une chose, c'est ce que comment dire, quand on dit la Russie essaye de diviser l'Europe, on s'aperçoit que c'est en fait George Bush qui l'a divisé déjà, en parlant de Nouvelle Europe et d'Ancienne Europe. Et c'est cette Nouvelle Europe qui a appuyé, dans un premier temps en tout cas, la guerre en Irak, les prisons de la CIA, elles étaient toutes dans les pays de la Nouvelle Europe, pratiquement. Donc, on a ces pays de la Nouvelle Europe, oui, ils ont été occupés par la Russie. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais c'est aussi des pays qui étaient auparavant les plus nazis des nazis, qui ont été plus soviétiques. Il y avait plus de membres du Parti communiste polonais, proportionnellement, et plus de communistes en Pologne qu'en Russie. Oui, mais le régime stalinien... Non, je comprends, mais là, je crois qu'on part un peu, loin. Tout à fait. Non, moi, je voudrais revenir à ça, parce que quand vous dites créer un narratif, et vous présentez ça comme quelque chose de nouveau. Alors, expliquez-moi peut-être la différence, mais moi, je parlerai bien avant les réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que toute puissance, rappelez-vous, les dessins de 14-18, quand je dis rappelez-vous, vous les avez étudiés en historien et en stratège, pour mobiliser la situation, on leur disait que par exemple les Allemands, c'était pas encore les nazis, c'était les Allemands de 14-18, coupaient les mains des petits-enfants pour en manger à la soupe. Moi j'ai vu, vous avez vu la presse, en tout cas française de l'époque et autres, et je pense que la presse allemande c'est la même chose pour les Français, est-ce que de tout temps, en tout cas depuis longtemps, il n'y a pas eu ce narratif dont vous parlez pour mobiliser les opinions publiques et les préparer à telle guerre ou etc. pour dire voilà, écoutez, ces salauds, voilà, sont tous des salauds et ils font ceci au nom justement de l'humanité et des droits de l'homme. Bien sûr, absolument. Mais là encore, on pourrait nuancer entre la propagande de guerre où évidemment chacun essaye de créer un narratif très tranché par rapport à l'autre. Mais si on regarde la guerre froide, tout simplement, on remarque que l'Occident n'avait pas tellement besoin de noircir le tableau à l'époque, parce qu'on prenait les exemples qu'on avait déjà sur place, n'est-ce pas? Donc on
n'avait pas vraiment besoin de créer un narratif. Il suffisait simplement de raconter ce qui se passait. Pardon, écoutez, c'est important parce qu'une discussion on peut avoir. Oui, mais n'oubliez pas que ce narratif occidental était battu en brèche par les communistes ou les pro-russes européens qui disaient que vous étiez une hyène dactylographe ou un agent hitléro-trotskiste si vous osiez dire, on revient au complot, qu'il y avait des camps de travail en URSS. Bien sûr. Vous étiez traité de tous les noms. Alors, mais non, comme vous le disiez, ça a toujours existé. Comme vous dites, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont on gère l'affaire. C'est la manière dont ça se transforme ou ça se répercute dans notre politique étrangère. D'accord. On n'a jamais expulsé autant de diplomates durant la guerre froide que durant ces 5 dernières années. C'est nouveau. C'est ça qui est nouveau. Ouais. C'est cette manière de radicaliser le discours et de radicaliser notre manière d'aborder les choses. Ce qui fait qu'on se supprime une liberté de manœuvre diplomatique. Et c'est ce qui s'est passé avec Joe Biden. Les Américains, eux, sont revenus en arrière. Mais après avoir accusé Poutine de tueur, quand d'ailleurs le lendemain de cette fameuse affaire, Biden avait voulu avoir une conversation téléphonique avec Poutine, puis Poutine lui a dit « Bon, je n'ai pas besoin de parler avec quelqu'un qui me considère comme... » Vous voyez, quand on coupe un peu les ponts dans cette affaire. Dire, on va vers une radicalisation frontale. Et d'ailleurs, à l'époque de la crise en Ukraine, c'est ce que Kissinger avait noté. Il avait dit la diabolisation de Poutine, c'est simplement l'émanation du fait qu'on n'a pas de stratégie contre eux. Et on est donc dans un discours extrêmement radical, alors qu'en réalité, si on voulait vraiment résoudre des problèmes, on n'a plus maintenant les outils pour le faire. Ceci étant, c'est peut-être pas le but. Et c'est là où je reviens avec la stratégie américaine, qui est pas vraiment d'arranger les bidons avec la Chine et la Russie, mais de les isoler. De confrontation. Voilà, une politique de sauf que Joe Biden s'est aperçu que les États-Unis ne pouvaient pas affronter le bloc sino-russe d'un seul bloc. Et c'est pour ça qu'il a fait un appel du pied à Poutine, parce qu'il aimerait ne pas trop couper les ponts avec la Russie, de façon à pouvoir avoir un front seulement sur la Chine. Mais comme avec tout ce qu'on a fait contre la Russie, et ça fait maintenant quelques années que la Russie et la Chine... La Russie, elle est traditionnellement, historiquement, beaucoup plus tournée vers l'Europe que vers la Chine. C'est clair. Je trouve, entre nous, je ne sais pas ce que vous en pensez, que c'est une erreur tragique de ne pas l'avoir rapproché de l'Europe encore plus que maintenant. Ah, mais tout à fait. La Russie était demanderesse après la chute du mur. La Russie, parce que l'URSS s'était effondrée, parce que le système communiste s'était effondré. C'est un système qui n'était pas viable. Et la Russie a tout de suite cherché à se rapprocher. Alors ça s'est fait relativement bien avec Bill Clinton à l'époque, sauf que ça s'est fait dans le désordre, ça a conduit plus de chaos en Russie. Voilà. Et après, la situation a changé après les nouveaux présidents américains. Quand Poutine est arrivé, évidemment, les Américains étaient sur une autre dynamique. Ils n'étaient plus du tout sur une dynamique européenne, etc. Bon. Mais vous voyez, les Russes, eux, ont toujours été, par exemple, des fervents défenseurs de l'OSCE. Parce que c'est l'organisation de sécurité transatlantique, en fait. Transatlantique, absolument. Exactement. Alors, ça, c'est un vrai problème. Écoutez, on va en parler, on va continuer à en parler avec vous, Jacques Beau, et avec nos auditeurs, sur tous les sujets. Voilà, évidemment, vous nous appelez 0826 300 300. On a l'habitude de diaboliser la Russie de Poutine. Alors, comment est la Russie de Navalny? C'est un peu ce que nous explique aujourd'hui Jacques Beau. Et puis, vous réagissez aussi aux autres sujets, notamment ce rassemblement devant Europe 1 et les grandes questions de neutralité journalistique. Là aussi, on vous attend. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est à vous de prendre la parole. 0826 300 300. Vous avez des questions pour notre invité Jacques Beau. Et je rappelle son livre L'affaire Navalny, le complotisme au service de la politique étrangère, édition Max Milo. Tout de suite, on va en Dordogne. La parole à Elian. Bonjour Elian. Oui, bonjour Elian. Bonjour Monsieur Berkov et bonjour à Clémence, Bonjour. dont le prénom rythme avec excellence, en particulier pour les C'est vrai. transitions. Et bonjour à votre invité. Bonjour. Et merci Monsieur Berkov pour les émissions passionnantes que vous faites. Merci. Oui, je vous appelais parce que j'ai fait il y a quelque temps une recherche sur le mot complotisme et je me suis aperçu qu'il était dans le dictionnaire français depuis 2016. Ah, intéressant. Et le mot conspirationniste Ouais. depuis le 2012. 2012, d'accord. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que la stigmatisation complotiste, elle fonctionne, alors là votre invité l'a très bien dit, à travers l'utilisation par les États du complot, où on voit bien que les complots ont toujours existé dans l'histoire, et ce sont essentiellement des affaires d'oligarchie gouvernante. C'est pas du tout le peuple. Mais ce qui est intéressant dans la stigmatisation complotiste, c'est que, en fait, les gouvernants renvoient au peuple une accusation de voir des complots, et ce sont les comploteurs qui accusent les autres de voir des complots. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même assez Oui, c'est intéressant. pour les faire taire, c'est les comploteurs qui accusent les autres de complotisme. Absolument. Voilà, exactement. Et alors, ce qui est intéressant, on le voit très bien avec l'excellent ouvrage de Brice Perrier à propos de l'affaire de Wuhan, où il a très bien montré que l'hypothèse de l'accident de laboratoire était considérée comme complotiste il y a un an, et puis aujourd'hui, on s'aperçoit, bon, vous connaissez la suite. Bien Alors, sûr. j'ai une question pour votre invité. Oui, allez-y. Est-ce qu'il ne pense pas que si M. Poutine proposait un échange Navalny-Assange, il mettrait les Occidentaux dans une position très difficile? Très bonne question, Jacques Beau. C'est une excellente question parce que très souvent, quand on parle de la question des droits de l'homme à propos de Navalny, etc., beaucoup de gens viennent avec l'affaire Assange, qui est un peu le parallèle et qui montre un peu l'hypocrisie avec laquelle l'Occident traite cette question Navalny. Et je pense aussi que ce serait jouer un mauvais tour à la diplomatie occidentale que de faire une telle proposition. Ceci étant, ce serait... Vous voyez, si on réfléchit bien, je m'étais dit, pourquoi la Russie essayerait d'éliminer Poutine? Finalement, il suffirait de déchoir de sa nationalité russe. Non, d'éliminer Navalny. Navalny, pardon, Oui, excusez-moi. ouais. Il suffirait de le déchoir de sa nationalité russe, et puis le problème serait pratiquement réglé. Donc, c'est vrai. donc oui, ce serait finalement très Parce que simple. là, ils en ont fait quand même aussi, les Russes, une espèce de martyr, enfin de martyr, j'exagère, mais pas Alors loin. je pense qu'ils ont essayé d'éviter de le faire. C'est la raison pour laquelle, vous savez, Navalny a été arrêté en janvier quand il est rentré en Russie, sous prétexte, enfin la raison, et je pense que c'est la raison La réelle. raison officielle, en tout cas, Oui, c'était raison, ça. tout Oui. à fait. C'est qu'il ne s'était pas présenté à son contrôle judiciaire auquel il aurait dû se présenter après son rétablissement en Allemagne. Parce D'accord, qu'il a bénéficié d'une suspension de cette obligation durant son hospitalisation et durant sa convalescence en Allemagne. Mais une fois qu'il a terminé, il aurait dû le faire. Donc, si vous voulez, il y avait une raison objective pour les Russes. Mais en fait, Navalny n'avait pas fait ce contrôle judiciaire déjà 6 fois auparavant, en 2020 notamment, en 2019 et 2020. Et les autorités russes avaient fermé les yeux probablement pour éviter que l'affaire Navalny prenne une importance médiatique. Le problème, c'est qu'en 2021, après la publication, la diffusion du film Le Palais de Poutine, et puis cette affaire d'empoisonnement qui a été très médiatisée, les autorités russes ne pouvaient plus fermer les yeux. Parce que la population russe, et ça c'est quelque chose qu'on ne réalise pas, beaucoup de Russes, je ne dis pas tous, mais une bonne partie d'eux pensent que Navalny est en fait un agent du Kremlin qui a été poussé par Poutine pour décrédibiliser l'opposition.
Ah, carrément, oui. Oui, c'est ça. Ils sont encore plus... C'est beaucoup plus... C'est 3e degré, Et là. on est au 3e degré. Et donc, pour les complotisme Oui, voilà, le complotisme, la soviétique, on le découvre. Et dans mon livre, si vous regardez mon livre, donc j'ai les statistiques, vous savez, quand j'ai fait mon livre, je n'ai pris absolument aucune source russe, délibérément, aucune, ou du gouvernement russe. Par contre, j'ai pris, toutes mes sources viennent soit de sources occidentales, de documents officiels occidentaux, soit de l'opposition russe. D'accord. Ça, c'est important de le dire. Vous n'avez pas pris de source officielle russe? Non, pas du tout. Aucune RT, Sputnik, non. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait mettre dans le panier l'opposant biélorusse aussi, parce que là, il y a quand même un gros marché à faire entre, d'un côté, l'opposant biélorusse plus Navalny contre Assange. Bon, écoutez, c'est pas un échange quand même disproportionné. Elian, nous allons envoyer tout de suite un mail à Poutine pour lui dire: qu'est-ce que vous entendez? Nous sommes avec Jacques Beau. Nous allons immédiatement procéder à l'échange. Et ils viendront tous parler ici. Merci beaucoup en tout cas pour la qualité de vos émissions. C'est vraiment passionnant et je me régale tous les jours entre 1 et 2 heures grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elian. Et puis, alors, si Vladimir Poutine souhaite répondre, Viznaïtje što vi možete répondre tout de suite sur Sud Radio. Nous avons notre agent russe ici à Sud Radio, Clémence. 0826 300 300. Vous pouvez tous nous appeler. À tout de suite. Alors, Clémence, qui rime avec excellence, qui sont nos prochains auditeurs? Eh bien, écoutez, sachez qu'on a énormément d'appels pour cette affaire, pour l'affaire de Navalny. Ça vous intéresse tous et vous nous appelez nombreux au 0826 300 300. On va à Paris. On donne la parole à Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. C'était pour demander si le terme de complotisme n'est pas la suite de la théorie du complot, du terme de théorie du complot, qui a été inventé par les comploteurs, à savoir George Bush, Lyndon Johnson et le major général Lonsdale, après l'assassinat du président Kennedy. Et j'ai mes sources chez Jean-Marc Roeder, qui a enquêté à titre personnel sur l'affaire. Le dernier témoin, JFK le dernier témoin, et puis un autre livre chez Flammarion. Sans parler des films et autres livres en anglais. Oui, il y en a eu beaucoup. Et tous les dossiers déclassés par Bill Clinton et Donald Trump, les derniers dossiers déclassifiés. Alors Jacques Beau, est-ce que vous avez des lumières là-dessus? Parce que ça a été, il faut le dire quand même, John Fitzgerald Kennedy, ça a été l'auberge espagnole du fantasme et de tous les fantasmes. Hein, ça fait quand même, c'est 1963, hein, c'est pas, et ça a été extraordinaire, quoi. Oui. Alors, oui, la théorie du complot, comme je l'ai expliqué, c'est simplement le fait d'assembler des faits et de leur donner une logique, souvent arbitraire. Mais ça ne veut pas dire que la théorie du complot soit toujours un fantasme mensonger. Il y a beaucoup de théories du complot qui étaient des pures théories du complot au début, c'est-à-dire qu'on avait des événements et puis on a essayé de les réunir justement avec cette logique, et puis on n'avait pas les éléments à l'époque pour objectivement créer ces liens entre les faits, et puis plus tard, il y a eu une concrétisation. Un exemple typique, c'est la théorie du complot. Enfin, oui, cette théorie du complot. Des avions, vous savez, vous avez des traînées derrière les avions, des traînées de vapeur d'eau en réalité. Et puis beaucoup ont dit que c'était des produits chimiques. Alors, évidemment, quand on voit un avion dans le ciel, rassurez-vous, ça ne sont pas des produits chimiques. Mais le fait qu'on ait trouvé une théorie là autour n'est pas complètement dépourvu de réalité, parce que dans les années 50, les Américains ont effectivement fait des essais d'armes chimiques dans certaines zones des États-Unis avec ce système. Et puis, c'est ça qui a créé si vous voulez, la théorie du complot. Alors aujourd'hui, c'est une pure théorie du complot, mais elle n'est pas dépourvue d'une certaine réalité. Non, bien sûr. Et puis, alors, n'allons pas jusqu'à dire, mais quand même, moi, j'ai beaucoup aimé cette définition qui disait: un complotiste, c'est celui qui dit la vérité 10 ans plus tôt. Voilà, il y a beaucoup de ça. Oui, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Mais il faut le prendre évidemment avec énormément de prudence. De pincettes, bien absolument. sûr. Allez, Mathieu nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Mathieu.
Oui, bonjour André, bonjour à votre invité, bonjour Clémence. Bonjour. Oui, alors moi, mon intervention, c'est pour dire que ça m'agace un petit peu cette espèce de manipulation des masses, c'est-à-dire dès qu'on peut poser des questions, d'être traité de complotiste. Ouais. Moi, j'aime bien le terme questionniste. Hein, c'est juste se poser des questions par rapport à tout ce qui se passe depuis 1 an et demi, la confusion qu'on a entraîné. Hein. Il suffit juste vous l'avez fait tout à l'heure, voir les paroles d'Olivier Véran. On a eu tout et son contraire. Ouais. Donc je pense que chaque citoyen, un minimum éveillé, est légitime dans sa façon de penser, de remettre en question certaines choses. Tout à fait. Concernant les chemtrails, moi c'est quelque chose que je ne voulais pas croire, mais j'invite votre invité à lire des bouquins intéressants, notamment de Claire Sevrac, avec tout est sourcé, notamment sur les traités, etc. Les traces d'avions, etc. Oui, enfin, ouais. Oui, parce qu'il y a les chemtrails qui sont la vapeur d'eau. Les chemtrails avec une histoire d'altitude, etc. Il y a des questions à se poser, j'ai aucune certitude, mais les questions peuvent se poser. Puisque il y a des choses qui peuvent exister et que peut-être dans 5-10 ans on nous parlera de lutte contre le climat. Rien n'est impossible. Mais Mathieu, en tout cas, je retiens une chose, et là vous avez totalement raison. Moi j'ai toujours dit que pas seulement le journalisme, mais la citoyenneté, c'est d'avoir question à tout. Personne n'a réponse à tout. Celui qui dit qu'il a réponse à tout, il faut s'en méfier tout à fait. Personne n'a réponse à tout, mais d'avoir question à tout, c'est en tout cas c'est notre boulot, c'est notre métier, et il faut le faire. Si je peux rajouter quelque chose, André, oui, vous avez tout à fait raison. Après aussi, c'est voilà, on a tellement été instauré dans la confusion, il y a quand même une manipulation un petit peu des masses, que finalement les gens ont peu de temps de se poser des questions, ça va au contraire les rendre anxieux, inquiets, etc. Moi j'invite juste à regarder un petit peu dans l'histoire. Vous savez, on prend des exemples très concrets. La Seconde Guerre mondiale, le massacre de Katyn, c'était les nazis qui ont été accusés, et tous ceux qui étaient traités de complotistes, malgré le fait qu'il y avait des preuves, et puis au final, c'est Gorbatchev en 95, ou en 93, je sais plus, l'agent orange, les OGM, pesticides, tout ça, le sang contaminé, il y a tellement d'exemples que c'est normal et il ne faut pas balayer d'un revers de la main. C'est du diviser pour mieux régner, et j'invite tous les citoyens à juste avoir de la bienveillance et de l'écoute, et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Eh bien, invitation retransmise. Clémence. Allez, on va faire un petit tour du côté de Chatou pour parler d'Albin Michel, qui a arrêté de travailler avec Éric Zemmour. Christine prend la parole. Bonjour Christine. Oui, bonjour Christine. Oui, bonjour André Berkoff. Encore félicitations pour votre radio qui est totalement indépendante et impartiale. C'est super. Merci. Merci Christine. Dites-moi. Voilà, par rapport à Albin Michel, c'est encore des arrangements entre amis, là, certainement. Écoutez, ça, je ne sais pas. Nous n'allons pas affirmer des choses qu'on ne sait pas. Je simplement parler de ça parce que, effectivement, il est assez étonnant qu'une maison d'édition, qui encore une fois est une très bonne maison d'édition, une grande maison d'édition indépendante, je rappelle, Albin Michel n'est rattaché à aucun groupe, refuse de publier l'un de ses best-sellers, puisque Zemmour est best-seller chez Albin Michel depuis déjà longtemps, sous prétexte qu'il va se présenter, enfin, il n'a pas du tout annoncé encore, mais qu'il peut se présenter à une campagne présidentielle. Or, comme c'est du 2 poids 2 mesures, donc il y en a certains qui peuvent éditer, d'autres pas. Voilà. Et je peux vous dire que tous les présidents de la République, tous sans exception, ont publié des livres pendant leur campagne présidentielle. Tous, en tout cas, les 90% des présidents qui se sont succédés depuis De Gaulle. Donc, oui, c'est clair, mais bon, il dérange Zemmour, parce que il a des idées qui sont vraies et qui se rapprochent du national, donc mais en tout cas, ça pose problème. Ça pose problème sur la liberté d'expression. Voilà, c'est ce qu'on a dit avant. Oui, de toute façon, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, les libertés sont vraiment réduites à néant, et c'est vraiment. C'est vrai qu'il peut se poser pas mal de questions là-dessus en ce moment. Quand on pense que nous sommes la France, pays de la liberté, et que je me rappelle, même sous De Gaulle, puisque je ne suis pas un perdreau de l'année, hélas, que je me rappelle ce qui s'est passé à Harakiri sous De Gaulle et la liberté d'expression qu'avait la presse, y compris sous De Gaulle, la télévision non, mais la presse écrite oui, on peut se poser beaucoup de questions. En tout cas, Christine, ici, vous aurez quand même, j'espère, longtemps une bonne marge de manœuvre. Oui, je pense, oui, mais heureusement d'ailleurs, heureusement.
Que vous n'êtes pas censuré, parce que sinon ça serait un comble, et alors à ce moment-là, on serait dans un pays totalitaire, quoi. Et on y vient avec toutes les mesures qui sont prises. Espérons que nous, on se battra, Christine. Clémence. On parle vrai et vous parlez vrai sur Sud Radio. Mickaël nous appelle de Perpignan. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour Mickaël. Bonjour à tous, bonjour. Oui, alors moi je voulais vous parler aussi de cette histoire de censure à propos d'Éric Zemmour. Et je pense bien entendu qu'il s'agit d'une censure, et par rapport à votre invité, ça ressemble aussi un peu à un complot éditorial, puisqu'il ne peut pas sortir son livre. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il m'est arrivé exactement la même chose chez le même éditeur. C'est-à-dire que moi j'ai écrit un livre sur Éric Zemmour qui s'appelle « Ainsi pensait Éric Zemmour ». Ouais. J'ai envoyé le manuscrit à Éric Zemmour, qu'il a transmis à son éditeur. Ouais. Et il est revenu en me disant « c'est refusé ». Et ensuite, j'ai eu une autre expérience. J'ai envoyé le manuscrit à Éric Zemmour parce que le livre que j'ai écrit lui avait plu. D'accord. Il a transmis au deuxième groupe d'édition en France qui s'appelle Editis, et ils l'ont refusé aussi. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'il y a une atmosphère dans ce pays aujourd'hui, en effet, qui n'est pas favorable à l'expression libre. Oui, j'apporterai quand même un bémol à ce que vous dites. Oui. D'abord, Éric Zemmour, il n'est pas interdit de publier. Il y a 40 maisons d'édition en France, et franchement, je serais étonné que Éric Zemmour, pour ne parler que de lui, ne trouve pas d'éditeur. Ça m'étonnerait beaucoup. Ou alors, si vraiment il ne trouve pas d'éditeur, c'est que là, il y a quelque chose de grave. Après, je veux dire, en ce qui vous concerne, c'est clair, je ne dis pas, mais on ne peut pas dire, c'est-à-dire, là, vous savez, c'est le report. Je ne dis pas qu'il a raison et que votre manuscrit devait être publié ou pas. Je dis simplement que là, c'est la liberté d'éditeur, comme vous le savez, et on ne peut pas parler de censure. C'est-à-dire, autant sur Zemmour lui-même, et encore une fois, je ne juge pas, je ne connais pas son livre et je ne sais pas ce que ça vaut, mais autant si lui est empêché de publier, maintenant après, vous savez, chez tout le monde, il y a, et il y aura peut-être bientôt un éditeur qui vous publiera. Peut-être, mais vous savez comment j'ai fait, en fait, pour éditer malgré tout le livre. Je suis passé par Amazon. C'est-à-dire que, voilà, j'ai édité le livre sur Amazon, donc Ainsi pensait Éric Zemmour. Les gens peuvent le trouver sur Amazon. Et quand j'ai vu que les éditeurs ne voulaient pas l'éditer, voilà, je suis passé, je dirais, par le seul système aujourd'hui qui permet de passer au-dessus de la censure éditoriale, c'est Amazon. Écoutez, c'est très bien, et j'invite d'ailleurs ceux qui ont des livres et qui se demandent où l'éditer. C'est vrai que c'est une très bonne, et vous avez très bien fait de ça, c'est une bonne méthode. Oui, il y a aussi un très bon éditeur qui s'appelle Max Milo, qui produit des livres comme l'affaire Navalny, dont on est en train de parler en ce moment. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à aller frapper à toutes les portes. Il y a aussi Mad Max Milo qui fait son boulot. Allez, en tout cas, Renaud nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Oui, bonjour André, bonjour à Clémence et bonjour à votre invité. Bonjour. Encore toutes les félicitations pour l'émission qui est toujours d'un excellent niveau. Et l'émission d'André était effectivement un des rares endroits où le pluralisme peut exister. Merci. Justement, en parlant de pluralisme, je voulais revenir sur l'affaire des journalistes qui ne sont pas contents de leur patron, de M. Bolloré, etc. Je trouve que là, on est sur quelque chose d'absolument hallucinant. On est d'une hypocrisie la plus totale. En tout cas, ils le sont. Ils sont... je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais peut-être qu'ils le savent aussi. Les jeunes journalistes de 30 ou 40 ans sont dans la continuation des journalistes précédents des années 80. C'est-à-dire qu'ils sont dans une idéologie de gauche libérale, libertaire. Ils veulent pas en sortir et ils poussent des cris d'orfraie parce que leur patron est plutôt, on va dire, a des tendances à être plutôt à droite ou être un petit peu conservateur. Ce que je veux dire par là, c'est que en critiquant le fait que il y a un danger sur le pluralisme, c'est quand même se moquer du monde en sachant que depuis 30 ou 40 ans, on a toujours la même pensée unique à la télé, et à la radio. Les quelques exceptions, c'était quoi? C'est vous, André, c'est RT France, et à l'époque, sur le service public, qui lui aussi fait preuve d'une homogénéité idéologique absolument imparable. On peut le dire. Eh bien, c'était quand vous critiquez l'Union européenne, vous êtes un fasciste, vous êtes d'extrême droite. Je voulais juste redire un truc. Je suis tombé sur LCI où j'ai halluciné. Une journaliste nous explique avec un écran que les souverainistes, ça fait partie de la mouvance d'extrême droite. Donc ça fera plaisir à Georges Kuzmanovic, ça fera plaisir à Jean-Pierre Chevènement, ça fera plaisir à Philippe Séguin qui, de là-haut, est en train de nous regarder et qui s'est toujours battu contre le Front National tout en étant au RPR. En fait, c'est absolument lamentable. Le niveau des journalistes est pitoyable. Aucune culture historique, aucune intelligence. Alors, je ne veux pas généraliser,
Mais là, sur certains, c'est quand même, ça vaut très très bas. Il ne faut pas généraliser, mais vous avez raison qu'il y a un problème. Les gens sont en train de se plaindre du manque de pluralisme. S'ils sont pas contents, ils quittent Europe 1, ils vont sur une autre radio, mais au moins, il y a Europe 1, il y a CNews, il y a vous, André. Donc au moins, vous invitez des gens de toute, j'allais dire, de toute obédience ça me paraît et de toute idée. Et c'est ça qui fait avancer le débat. Donc je trouve ça assez pitoyable de pousser des cris d'orfraie. En fait, c'est quand même assez ridicule. Vous l'avez dit, et effectivement, vous n'êtes pas le seul à nous l'avoir dit, et je crois qu'il faut en tout cas souligner cela. Jacques Beau, je voudrais revenir à vous par rapport à l'objet de votre livre et du complotisme. Quel rôle joue, et pas seulement sur l'affaire de Navalny, bien sûr, mais je vous demandais, à l'observateur que vous êtes et l'acteur que vous êtes, quel rôle jouent les médias, en fait? Alors justement, et l'intervention qu'on vient d'avoir de cet auditeur est intéressante, parce que c'est un peu ce qui a motivé mon livre. J'ai remarqué que cette affaire Navalny a été couverte de manière absolument uniforme et homogène dans tout le spectre des médias, en réalité. Oui, toute tendance, vous voulez dire. Toute tendance confondue. On a vraiment traité ce problème de manière absolument uniforme, avec pratiquement les mêmes termes, les mêmes mots, etc. Et c'est un peu ce qui m'a surpris, parce que, en fait, il y a très peu de faits. Mais pourquoi, à votre avis, cette uniformité ? Il y a des tas d'explications à ça. L'une d'entre elles est certainement le fait qu'aujourd'hui, on sent que la presse n'a plus les moyens qu'elle avait autrefois, elle n'a plus le temps ou les ressources le temps de l'enquête, exactement. D'ailleurs, je constate que dans cette affaire, on trouve très peu de sources en France qui ont enquêté de manière indépendante là-dessus. On en trouve beaucoup plus aux États-Unis, par exemple. Les Américains sont beaucoup plus critiques. Il y a naturellement les grands titres habituels, Washington Post, etc., qui ont cette comment dire, qui créent cet establishment. Mais derrière, il y a une quantité de journalistes, d'investigations qui sont derrière, alors que j'ai l'impression que c'est un art qui s'est un peu perdu en France. Et c'est un peu pour ça que j'ai fait cet ouvrage. Non pas pour essayer de démontrer la culpabilité ou non de Poutine, ça n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, je constate qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Par contre, je constate surtout que notre discours a été très uniforme. Et ça m'inquiète, parce que ça montre que, de manière informelle probablement, on a le même... C'est un peu comme si le discours avait été dirigé par une sorte de main invisible. C'est pas ce que je prétends. Mais on en voit le même effet. Et ce que vous dites sur Navalny peut être vu sur d'autres domaines aussi, effectivement. Absolument. Et ça pose problème et ça pose préoccupation. Eh bien, justement, si ça vous pose préoccupation, vous continuez de nous appeler 0826 300 300 et vous nous dites ce que vous en pensez. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov dans tous ses états. Jacques Beau, en tout cas avec l'affaire Navalny, oui. Et son livre, Le complotisme au service de la politique étrangère, chez Max Milo. Et vous aussi, ça vous fait réagir. On donne la parole à Pascal qui nous appelle de Grenoble à ce sujet. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Pascal. Oui, bonjour Clémence, André et Monsieur Beau. Bonjour. J'ai une question candide, un peu volontairement, en deux volets, mais rapide. Allez-y. On nous répète en permanence qu'on est le pays des droits de l'homme et de la liberté. À la télé, dans les journaux, beaucoup d'intellos bien coiffés, très interventionnistes aussi, nous le rappellent souvent. Alors, je voudrais d'abord savoir d'où ça vient, en fait, où est-ce que c'est mentionné clairement, où est-ce que c'est spécifié. Et c'est utilisé beaucoup dans toutes les opérations contre les gouvernements étrangers, les États étrangers comme justification. Voilà. Donc je voudrais dans un premier temps savoir où c'est spécifié et en quoi la France ça nous engage. Est le pays des droits de l'homme. Oui. Voilà. Et en quoi ça nous engage autant par rapport aux autres pays pour tous les types d'interventions qu'on peut finalement y faire de façon presque obligatoire. Et dans un deuxième temps, pourquoi n'est pas appliquée chez nous la liberté de la presse, la liberté d'expression, d'association et la sécurité, bien sûr, parce qu'on s'occupe beaucoup de la sécurité à l'extérieur, sous couvert des droits de l'homme, sous couvert de la liberté, la justice aussi. Mais chez nous, on oublie un petit peu. Voilà, c'est tout. Voilà. Ben écoutez, c'est tout et c'est bien. C'est ce qu'a posé Jacques Beau. Alors, est-ce qu'on est le pays des droits de l'homme? Est-ce que la France est ou c'est autoproclamation? C'est intéressant cette question, parce que il y a quelques semaines,
un institut allemand a publié l'indice de perception démocratique 2020. Donc ils font chaque année ce rapport, ou en tout cas intervalle fréquent. Et c'est une enquête sur la manière dont les gens perçoivent la démocratie dans leur pays. Et international, un truc international. Et ouais. J'y viens tout de suite. Et alors là-dedans, il y a deux chiffres quand même qui m'ont frappé. C'est que en Chine, 73% des gens ont le sentiment que leur pays est démocratique, alors que ce même sentiment n'est que de 52% en France. Ah, ça, c'est un paradoxe intéressant. C'est intéressant. Et ça, c'est peut-être une manière de répondre, c'est une ellipse, naturellement, pour répondre à votre auditeur. Ce qui est intéressant également, c'est que donc, ce document, ce rapport, définit ce qu'on appelle un écart démocratique. L'écart démocratique, c'est la différence qu'il y a entre la perception des gens en disant « mon pays devrait être plus démocratique » et ce que je perçois comme démocratie. Et en Chine, les gens pensent que 80% des gens pensent que leur pays, 84% des gens pensent que leur pays pourrait être plus démocratique, alors qu'en France, ce chiffre est seulement de 80%. Donc on a un déficit démocratique beaucoup plus grand en France qu'en Chine d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que... un déficit du sentiment démocratique. Du sentiment. Oui, parce c'est que de la la perception. démocratie française, la démocratie chinoise... C'est de la perception. On parle de perception. On est bien d'accord. On ne parle pas de réalité, de faits et de choses comme ça. Mais c'est intéressant parce que ça montre que dans certains pays, ce que nous appelons démocratie est perçu et vécu différemment, n'est-ce pas? Parce que tout ça s'intègre dans un tout culturel. Et alors, la question, parce qu'elle rejoint votre livre, est-ce que ce que disait Rémi, est-ce qu'au nom des droits de l'homme, est-ce qu'on intervient effectivement au nom des droits de l'homme dans tel ou tel pays étranger, etc. Et comment? Parce qu'après tout aussi, il faut le rappeler, il y a quand même des guerres absolument ignobles au Yémen et compagnie. Enfin, et on se dit quand même, pourquoi n'interviendrions-nous pas? Alors, c'est pas facile, c'est paradoxal. Mais... Alors, c'est paradoxal, mais ça fait partie d'une stratégie qui est délibérée parce que, et je ne dis pas ça au hasard, on a un document qui est cité dans mon ouvrage, d'un mémo adressé à Rex Tillerson, qui était secrétaire d'État américain en 2017, qui explique très clairement on utilise les droits de l'homme non pas pour les favoriser ou pour les encourager, mais comme moyen de pression. Et c'est ça il y a un côté un peu pervers dans cet usage des droits de l'homme, parce que de nouveau on s'intéresse finalement pas beaucoup. Vous évoquiez le cas du Yémen, on va finalement bombarder des populations. On va même, on fait des guerres même contre l'avis des Nations Unies, contre la Charte des Nations Unies, et donc nous prévalons du droit international, des valeurs, etc., mais nous ne les respectons pas. Et ça, c'est une des conclusions du livre aussi, c'est-à-dire qu'on est tellement convaincus que nous sommes les dépositaires de ces valeurs inaliénables, etc., que finalement, ça nous permet de ne pas les respecter. On pratique la torture en réalité. La France a déclaré officiellement en 2016, sauf erreur, qu'elle ne respecterait plus les droits de l'homme dans le cadre de la lutte antiterroriste. Donc les autres ne les respectent pas non plus. Non, mais on est d'accord. Mais c'est ça le problème. Quand on lutte, que ce soit contre les choses les plus horribles, si on est dépositaire de valeurs et qu'on combat au nom de ces valeurs, on doit aller avec ces valeurs. Et ne soyons pas dans cet hommage que rend le vice à la vertu. Merci Jacques Beau et votre livre chez Max Milo. Et tout de suite Brigitte Lahaye.